Alors, bien sûr, dans notre vie, dans notre quotidien, dans ce que nous vivons en 2025, avec tous ces implants, avec tout ce dont j'ai parlé dans les autres capsules, toute la façon dont l'éducation est venue formater les garçons, eh ben, il n'y a pas beaucoup de garçons qui ont l'espace et qui ont reçu les initiations qui leur permettent d'incarner leur essence profonde, leur naturalité, si on pourrait dire comme ça. Leur essence, le masculin sacré qu'ils sont, mais qu'ils ne peuvent pas toujours développer parce qu'ils en sont en fait empêchés, étant éduqués et conditionnés d'une façon différente. Et nos flammes, nos hommes, ils subissent ça aussi. Aujourd'hui, je ne parle pas des flammes de même sexe. Ça nécessiterait d'apporter quelques précisions et je dois me concentrer vraiment sur le sujet d'aujourd'hui. Donc voilà, il y a quelques semaines, nous avons commencé à jouer aux échecs. Et justement, j'aimerais qu'on puisse regarder maintenant ce jeu d'échecs et regarder si le jeu d'échecs, c'est la personnification du masculin sacré. Et donc, je dois dire que ça nous apporte vraiment des moments de joie, de paix et de belle connivence, en fait. Ces moments où on joue aux échecs ensemble. Et quand on est entré dans ce jeu, en fait, qui est assez incroyable, il est entré dans notre champ cet automne, quand on était en train de lire à haute voix, ensemble, pour se soutenir, pour traverser tout ce qui est si difficile à traverser en ce moment. Et on était en train de lire à haute voix des livres de Richard Bach. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur. Il est très 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 connu parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle Jonathan Livingston, le goéland, qui est devenu un film. Et souvent on ne connaît que cette histoire-là, mais il en a écrit d'autres. Et il en a écrit une qui s'appelle Le Messie récalcitrant, qui raconte l'histoire d'un Messie qui n'a pas du tout envie d'être Messie, qui l'est malgré lui et qui n'a pas du tout envie de l'être parce que d'abord c'est trop dangereux, les Messies meurent toujours assassinés. Et puis en plus, il a l'impression que les personnes ne s'intéressent pas à lui ni à ses enseignements, que les autres veulent seulement qu'il fasse des miracles. Et du coup, il trouve pas ça chouette d'être entouré de personnes qui n'attendent qu'un miracle et qui sont pas prêts à se mettre en mouvement, à appliquer en fait ce qu'il enseigne. Donc il décide de plus être un messie et il fait autre chose. Et il rencontre Richard Bach. Et puis il en a écrit un autre, et c'est justement dans cet autre-là que les échecs sont venus à nous, parce que l'autre, il s'appelle Un pont sur l'infini. Il en a écrit beaucoup d'autres, hein. Mais celui que nous, on était en train de lire cet automne, c'était Un pont sur l'infini. On l'a d'ailleurs pas encore terminé de le lire, à haute voix. Parce que voilà, bien sûr, on lit 3 lignes et après, ça conduit à des discussions ou à des besoins aussi de traduction, puisque nous ne parlons pas la même langue. Et dans Un pont sur l'infini, en fait, Richard Bach, il tombe amoureux, en fait, de sa flamme jumelle en jouant avec elle aux échecs. Et
Et tout ça, ça se passe dans les années 80. Donc, c'est assez intéressant d'avoir un couple de flammes jumelles. C'est un peu inspirant, en fait, de pouvoir suivre le parcours d'un couple qui a fait le parcours dans les années 80. Bien qu'il y en ait plein qui ont fait le parcours bien avant. Les maîtres ascensionnés le savent, puisqu'ils ont fait le parcours il y a 2000 ans. Mais c'est toujours inspirant, en réalité. Et donc, ça nous a donné envie d'apprendre, nous aussi, à jouer aux échecs. On s'est rendu compte qu'on s'était interdit ce jeu. Et puis finalement, finalement, la vie a mis le jeu sur notre chemin. Et on a commencé à jouer aux échecs. Et d'aller aussi de surprise en surprise sur les possibilités de ce qu'apporte en fait cette petite activité du jeu d'échecs. Alors bon, comme on a le même niveau, puisqu'on a commencé ensemble, mais lui il est quand même plus fort, mais moi je me défends bravement. Et en fait, on fait comme Richard Bach et Leslie, en fait, parce que eux, dans les périodes où ils ne se voyaient pas, ils lisaient des livres chacun de leur côté sur 12 coups pour ceci, pour ça, 13 coups afin de... Et ensuite, ils se retrouvaient devant l'échiquier et chacun avait développé de son côté des nouvelles compétences et était sûr qu'il allait gagner, et en fait, pas toujours. Mais nous, on fait un peu pareil, on a chacun une petite application de notre côté sur laquelle on s'entraîne individuellement quand c'est possible. Pour l'instant, on est vraiment au niveau encore débutant intermédiaire, je dirais. Bon, c'est déjà très 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 intéressant. Cela dit, en dehors du plaisir, de la connivence, bon, en fait, nous deux, on n'a pas tellement... Il y a une grande part de nous qui n'a pas justement le sens de la compétition, donc on s'entraide, on se montre les coups, on dit attention là, t'as vu, si tu mets ton pion là, je vais te manger. Donc c'est vraiment des moments qui sont chouettes. Et en dépit de ça, revenons un petit peu à notre sujet. En m'entraînant justement toute seule sur cette application avec un joueur virtuel moins fort que moi, donc je gagne à chaque fois, et j'ai vraiment eu une fulgurance, et c'est cette fulgurance que j'aimerais partager avec vous. En réalité, je comprends maintenant vraiment pourquoi, spontanément, je n'ai jamais été attirée par le jeu d'échecs. Sans connaître ce jeu, ma grand-mère y jouait énormément et elle ne voulait pas que les enfants s'approchent, donc c'était interdit. Mais indépendamment de ça, moi je m'y suis jamais intéressée. Et je comprends pourquoi, parce qu'en réalité, si vous regardez comment est organisé ce jeu, vous allez voir que c'est un entraînement mental à renforcer l'implant du masculin coupé du sacré. D'abord le nom. Mettre en échec. Tout le jeu consiste à mettre en échec. Au lieu de stratégiser, au lieu d'apprendre une stratégie, au lieu de mettre la stratégie au service de la liberté, de libérer la petite équipe formée des pions, des cavaliers, du roi, de la reine, des tours, au lieu de permettre en fait
que tout ce petit groupe soit libéré, ou que le roi soit libéré, le but c'est de mettre en échec. Et mettre en échec qui? Le roi. Regardons maintenant un petit peu les règles. Dans ce jeu, la reine, elle a tous les pouvoirs. Elle peut circuler dans toutes les directions, elle peut avancer d'autant de cases qu'elle veut. Qu'est-ce qu'elle représente, cette reine-là? Quel féminin elle représente, cette reine-là? Cette reine-là, elle représente un féminin omnipotent, qui peut tout se permettre. Elle est l'incarnation du féminin coupé du sacré. Un féminin coupé du sacré qui massacre et qui détruit tout ce qu'elle rencontre. Donc dans ce jeu, le roi n'a aucun pouvoir. On lui laisse quand même se déplacer, il ne reste pas sur la même case tout du long, il peut se déplacer d'une seule case, il peut manger un pion, détruire un pion qui est tout près de lui, mais il ne peut pas s'échapper très loin, par exemple, et surtout, il n'a pas de liberté d'action. Il n'a pas une vraie liberté d'action. Et en plus, tous se liguent contre lui pour le coincer et pour le mettre en échec. Il représente exactement la situation du masculin sacré sur la terre depuis toutes ces années, depuis que les Anunnakis sont venus. Il représente exactement ce masculin sacré qui est nié. Regardez Joseph, personne ne parle de lui. Sur les représentations, c'est toujours Marie et Jésus, mais le Père n'est pas là. Le masculin n'est pas là. Et ce masculin, quand on parle de lui, on dit qu'il n'est même pas capable de procréer, donc il n'a pas cette sève vivante qu'avait pourtant Joseph. C'est un masculin qui est tout à fait impuissant. Comme Jésus, il finit sur une croix, crucifié. Donc en réalité, celui qui est le masculin sacré, celui qui est un roi dans sa vie, celui qui a l'essence du roi, le vrai roi, je parle du vrai roi, le roi Salomon par exemple, celui qui est roi parce qu'il a de la sagesse, parce qu'il a de l'intelligence, parce qu'on recherche ses conseils avisés, parce qu'il a la capacité d'administrer et de participer à l'administration collective d'une société pour le bien-être de chacun, mais sans avoir une place d'abus de pouvoir. Ce n'est pas le rôle du roi d'être dans l'abus du pouvoir. Donc celui qui est dans cette essence du masculin sacré, comme beaucoup d'hommes, beaucoup de flammes, hommes, cette place-là, elle n'est pas intéressante, C'est une place qu'aucun homme ne veut être. Parce que être à la place de ce roi qui se fait constamment massacrer, qui n'a pas d'espace, qui n'a pas de place, qui ne peut pas se déplacer de plus d'une case, c'est être humilié en permanence. C'est vivre de la castration, être castré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sève, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas sa lumière. Sa lumière ne peut pas rayonner à travers des actions. Et puis c'est la crucifixion, comme je le disais avant. Inéluctablement, partie après partie, vie après vie. Être mis en échec, être mis en échec, être mis en échec, être mis en échec, par un féminin omnipotent
adverse et par tout un groupe dont le but n'est que celui-là, faire tomber le roi. Si on regarde au niveau du couple, le jeu d'échecs, alors pour les pions blancs, le couple sacré, alors la dame, elle est sur le blanc, mais le roi, il est sur le noir. Et donc la dame, elle peut encore un peu s'en sortir, mais pour le roi, c'est quand même difficile. Hein. Au moins, il est à sa droite. Quand je parle de blanc et de noir, je parle bien sûr pas de couleur de peau. Je parle plutôt de lumière et d'ombre. Je parle plutôt en fait des terriens, des gardiens de la terre et de ceux qui sont venus les anéantir pour les voler, pour leur prendre leurs richesses, pour prendre les richesses de la terre et détruire en réalité et repartir quand ils repartent en laissant tout en plan et en laissant tout le monde anéanti. C'est vraiment ce modèle qui s'est appliqué depuis tant d'années sur la planète, un nombre incalculable de fois, et qui continue à s'appliquer au couple de flammes jumelles. Ce n'est pas une panacée d'être un couple de flammes jumelles. Souvent dans les consultations, quand les personnes me disent je veux savoir si c'est mon jumeau, je veux savoir si je suis dans un couple de flammes jumelles, je veux savoir si je suis une flamme jumelle. Moi, je trouve pas que c'est toujours une chance d'être une flamme jumelle. Donc voilà, dans le couple blanc, au moins le roi est à droite, c'est-à-dire qu'il est du bon côté. Il est du côté qui permet vraiment de donner. Et il reçoit en fait de sa bien-aimée, qui est au centre, l'énergie d'amour qu'il peut lui rendre. Hein, ça circule. Le 8, le lemniscate, peut circuler quand c'est comme ça va dans le sens vertueux, on pourrait dire. Pour les pions noirs, la dame, elle est sur le noir. Elle est à droite du roi. Elle est omnipotente, comme dans les couples Anunnaki. Et le roi, bien qu'il soit sur le blanc, il reste la cible de tous les massacres possibles dans ce jeu où ce sont les femmes qui mènent. Le jeu, il est assez génial dans tout ce qu'il offre de possibilités, de développer des stratégies, de trouver des solutions, d'ouvrir aussi l'espace mental en pensant qu'on est coincé et en se rendant compte qu'on n'est pas coincé mais qu'il y a une porte de sortie. Mais c'est quand même un jeu qui consiste à s'entraîner jour après jour à faire perdre le masculin sacré par tous les moyens. Dans ce jeu, si on est vraiment honnête, le féminin, il est dysfonctionnel. Le couple, il est dysfonctionnel. Le masculin, il est dysfonctionnel. En tant que représentation, le masculin sacré est en danger permanent. Et l'état d'esprit du jeu, les règles du jeu, qui consistent en fait à détruire le roi, à passer son temps à trouver les moyens de détruire le roi,